Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, la fondatrice de Penser l'après, série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. On se retrouve ce soir à notre plus grande joie avec deux intervenantes qu'on avait vraiment hâte d'accueillir dans Penser l'après pour la suite de cette série Penser l'après patriarcat. Comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup de tabous féminins, comme c'était le cas dans notre épisode précédent, et ce soir, on va continuer. Pour introduire cet épisode, j'aimerais mentionner une phrase de Freud, puisqu'on est un peu en lien avec la politique, le monde de la philosophie toujours, qui disait on pourrait presque dire que les femmes, dans leur entier, sont tabous. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, parce que des tabous autour de la femme, autour de la féminité, il y en a beaucoup. Donc avec nous pour en parler, Élise Thiebaud, vous êtes journaliste, autrice, et vous avez notamment publié en 2017 deux ouvrages excellents qui sont intimement liés avec notre sujet de ce soir. Le premier, Ceci est mon sang, petite histoire des règles et de celles qui les ont et de ceux qui les font. Donc génial, parce que c'est quand même un paradoxe qu'aujourd'hui, on est des femmes, on a nos règles, mais c'est pas nous qui les imposons. Et le deuxième, Les règles, quelle aventure. Et ensuite, également avec nous, Amandine D. Vous êtes comédienne et vous êtes aussi autrice, puisque cette année, vous avez publié un livre qui s'intitule À main nue et qui explore la question du désir à la lumière du parcours d'une femme et de ses expériences sexuelles et affectives. Donc totalement en lien avec notre sujet. Je pense qu'on pourra largement revenir sur vos trois ouvrages. Une question que je pose souvent aux intervenants et à nos invités. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous spécialiser, de parler de ces sujets que sont les tabous féminins? Peut-être Élise, pourquoi les règles? Pourquoi les règles? Parce que je ne vais pas parler directement de tabou féminin parce que c'est donner une coloration sexuelle à quelque chose qui est, à mon avis, beaucoup plus vaste et discutable en tant que tel. Pourquoi je me suis intéressée aux règles? Parce que j'étais très surprise de voir que quelque chose qui avait pris une telle place et qui avait eu une telle importance dans ma vie ne fasse l'objet d'aucune réflexion, d'aucune information accessible. Voilà, c'était d'abord une question d'étonnement et c'est quelque chose qui m'est venu assez tard, c'est-à-dire au moment où j'étais en train de vivre ma ménopause, que je me suis intéressée à ce qui m'était arrivé pendant 40 ans en me disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà, justement. C'est fou. Et pour vous, Amandine, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce qu'on arrive à parler de maternité, de plaisir féminin parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas du tout des sujets qui sont abordés? Ou est-ce que c'est autre chose pour Effectivement, je pense que c'est des sujets, alors c'est des sujets qui sont très abordés quand on discute entre amis, entre militantes. Après, c'est des sujets qui sont moins abordés en littérature. C'est des sujets de bonnes femmes, en fait. Hein, donc, c'est pas très intéressant d'écrire des livres là-dessus. Et en fait, moi, voilà, j'ai voulu m'y frotter. Et au-delà du tabou, déjà, je ne voulais pas parler que de tabou, je voulais aussi parler de joie, je voulais aussi pouvoir parler d'une sexualité qui soit solaire, et je voulais aussi pouvoir le dire ça. Et je voulais l'écrire parce qu'il me semble aussi que nos sexualités, elles sont beaucoup faites de silence, de honte, et, euh, et je voulais mettre en scène quelqu'un qui regarde enfin, voilà, sa vie sexuelle depuis qu'elle est enfant jusqu'à l'âge adulte, en passant par l'adolescence, sachant que ben, en fait, les tabous, ils grandissent avec nous et puis surtout, ils changent de forme. Je veux dire, une petite fille, elle peut avoir, ou une adolescente, certains tabous qui seront différents de celles de ceux d'une femme adulte. Et voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi que ça s'étende aussi sur un temps long et, euh, et de pouvoir montrer quelqu'un qui se débat avec ça. Je n'ai pas du tout envie de parler de quelqu'un qui se libère, mais plutôt quelqu'un qui est en train de se battre. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi en littérature, en fait. Alors, c'est génial que vous mentionnez cet aspect un peu historique, que ce soit dans notre vie ou dans la société même, parce que on avait une question sur les règles. On parle beaucoup de patriarcat dans cette série, on pense l'après-patriarcat. Donc, on aimerait bien savoir le lien finalement entre ces deux concepts. Est-ce que l'un est né avec l'autre ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Élise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je me suis aperçue qu'il y avait en fait deux temps dans la construction du tabou des règles. Il y a un temps très ancien dont nous parlent les anthropologues qui porte sur le paléolithique où les règles sont divinisées, où elles sont, elles sont le témoignage de quelque chose de très puissant autour du féminin et des femmes, et que tout le tabou autour des règles, c'est-à-dire l'interdit, qui est encore universel, par exemple, des relations sexuelles pendant les règles, il est décidé et mis en œuvre très probablement au sein des clans, des tribus. On parle de plus de 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans par les femmes. Et on en a des traces, des témoignages de diverses natures, symboliques, hein, la présence très forte des vulves, de ce qu'on a appelé aussi les Vénus, toutes ces petites statuettes qui représentent des femmes au caractère sexuel exagéré. Et puis, par exemple, ce que sont les premières tablettes de calcul qu'on a retrouvées, qui remontent à quasiment, je pense, 20 000 ans, dans lesquelles on s'aperçoit qu'il s'agit de calendriers lunaires et en fait de calendriers menstruels qui sont destinés à calculer des cycles et des grossesses. Et des anthropologues nous disent que, en fait, de ce fait, les femmes pourraient bien avoir été les premières mathématiciennes, de même qu'elles auraient été les premières astronomes en observant le cycle lunaire et en comprenant qu'il y avait une coïncidence avec le cycle menstruel, et qu'il s'était élaboré au moment des très anciennes religions des divinités directement liées à ce phénomène physiologique magique qui est l'indice effectivement de la fécondité, de cette possibilité qu'ont seules les femmes de porter et mettre au monde des enfants. C'est comme ça que les premières divinités sont des divinités à incarnation féminine, Isis, Astarté, Artémis, qui sont toutes représentées, qui sont des divinités lunaires, représentées avec un croissant de lune au-dessus de la tête, qui va devenir la couronne. On est en train de regarder The Crown en ce moment. La couronne, hein, le symbole ultime du pouvoir, c'était le pouvoir que représentait au fond le cycle menstruel. Donc on sait qu'on a cette période-là où il y a un tabou et un interdit des relations sexuelles pendant les règles, ça c'est resté universel, et qu'on suppose évidemment en lien avec une volonté de contrôler la fécondité du groupe, à l'initiative plutôt des femmes à ce moment-là. On observe un renversement beaucoup plus tard, au milieu même du néolithique, hein, avec l'agriculture, la sédentarité. On parlait avant de sociétés nomades qui bougeaient. On devient sédentaire, on change la nourriture, on crée les premières cités-États. Et en changeant la nourriture, on change beaucoup de choses pour les femmes, en mangeant plutôt des céréales, par exemple, et en bougeant moins, elles régulent différemment leur cycle, c'est-à-dire elles ne le régulent plus. Les femmes préhistoriques n'avaient que 2 ou 3 enfants dans une vie et elles avaient beaucoup moins de cycles qu'aujourd'hui. Et encore plus, elles avaient beaucoup moins de cycles. On considère qu'elles devaient avoir une 50aine de cycles dans toute une vie, parce qu'elles allaitaient longtemps, etc. À partir du néolithique, quand l'alimentation change et qu'elles deviennent sédentaires, elles deviennent beaucoup plus otages et se mettent à faire un enfant tous les ans. Et elles perdent ce pouvoir de contrôle de la fécondité qui était le leur précédemment. C'est au même moment qu'il y a ce grand renversement que nous racontent aussi les anthropologues, qui est la naissance véritablement et la structuration de sociétés verticales
patriarcale et l'apparition des grandes religions monothéistes dans lesquelles les femmes, et le tabou des règles en particulier, va devenir un instrument de relégation des femmes en dehors de l'espace et en public, et en particulier des espaces de pouvoir. Voilà en quoi il y a un lien très important dans la structuration de nos sociétés, dans la façon dont on a considéré les règles et dont on en a fait un tabou aux dépens des femmes. C'est ça qui est intéressant. Dans ce que vous venez de vous expliquer, vous avez fait mention quand même de l'aspect religieux, mystique, presque de ces règles. Et ce sont des traits qu'on peut également attribuer à la sexualité des femmes. Donc, là, je m'adresse plutôt à Amandine, notamment avec la virginité, etc. Est-ce que c'est des choses que vous mettez en avant également dans vos écrits? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez pu vous pencher? Alors, sur la dimension religieuse ou mystique de la sexualité, je ne pense pas que j'ai beaucoup investi ces champs-là dans l'écriture. Je pense que je décris plutôt une narratrice, par rapport à la virginité. Je décris une narratrice pour qui, en fait, la sexualité est un terrain d'exploration constant. Et quand elle parle de virginité, elle dit que c'est une frontière qu'elle a envie de repousser dans son propre corps, en fait. En explorant les frontières de son propre corps, en fait, elle œuvre à son émancipation, en fait. Et ce terrain elle se compare volontiers à une aventurière, à une chevalière, parce que finalement, pendant très longtemps, la sexualité, cet espace qui est à la fois un espace de découverte ludique et en même temps un espace déjà de contrôle, dans le sens où finalement, dès l'adolescence, parce que je voulais aussi parler de la sexualité d'une petite fille qui était assez libre finalement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. J'avais envie de pouvoir montrer aussi, alors si ce n'est pas du mysticisme, du moins un imaginaire très très fécond, et puis beaucoup de fantaisie, choses qui vont être un petit peu étouffées en fait à l'adolescence, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'à l'adolescence, au moment où justement le corps, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir et qui se déploie, et puis voilà, où l'autre devient vraiment voilà, une altérité possible. Finalement, il y a une espèce de chape comme ça qui retombe sur les épaules des jeunes filles qui sont condamnées à se mesurer, se surveiller, se contrôler, le corps, les poils, le sang, comme ça, à toujours devoir maintenir cette espèce de corps qui déborde, mais qui déborde de désir aussi. Mais ça, malheureusement, c'est très vite mis sous cloche. Et finalement aussi, par rapport à cette idée d'exploration, il y a quelque chose qui se retourne aussi à l'âge adulte, où finalement on retrouve cette narratrice qui a une vie, somme toute, assez classique. Elle a fondé une famille, elle vit avec quelqu'un. Et puis finalement, cette dimension d'exploration, elle est plus tant vis-à-vis d'elle-même ou de l'autre, mais juste dans un espèce de rapport au temps, en fait. Et voilà, c'est le comment, enfin le quand remplace le comment. C'est quand est-ce qu'on trouve le temps pour laisser se déployer l'imaginaire, la fantaisie, qui du coup donne envie de faire l'amour, en fait. Moi, je me rends compte à quel point, dans des moments où je suis détendue, ou quand j'ai lu un beau livre, ou quand voilà, mon corps est reposé, je veux dire, c'est aussi des choses qui suscitent le désir, en fait. Et qui, voilà, une espèce de quelque chose comme ça qui est un peu qui est déposé, et qui laisse le désir, qui laisse la place au désir. Et en fait, on vit dans des sociétés comme ça d'accélération, où le désir a du mal à se glisser comme ça dans les interstices. Le désir chez la femme a souvent été diabolisé en quelque sorte. Et quand j'ai préparé cet entretien, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que tour à tour, on nous présente, que ce soit les règles ou la sexualité, comme un tabou, comme quelque chose chez la femme qui va être dangereux, de l'ordre du diabolique. Et en même temps, quand on passe du côté de la maternité, tout à coup, ça devient fabuleux, parce que les règles, c'est quand même ce qui nous fait passer apparemment à l'étape de la femme dans notre vie.
Et donc, c'est ça un peu que j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que cette limite entre le bien et le mal a été fixée finalement Bon, comme, comme je le dis quelquefois, je n'étais pas présente au moment où les grands patriarches se sont réunis il y a 7000 ans pour décider que nous n'aurions plus de pouvoir et eux auraient tout le pouvoir. C'est bien dommage parce qu'on aurait pu éventuellement intervenir à ce moment-là. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, et je trouve qu'Amandine en est vraiment l'incarnation à travers son travail, il y a une réappropriation aussi de nos désirs, nos sensations, nos corps, tout simplement. Et ça, c'est une des choses, effectivement, que les tabous ont essayé d'empêcher, auxquels les femmes n'ont pas pu accéder en raison de ces tabous pendant de trop longues années. Et je pensais en t'écoutant, Amandine, tout ça, c'est des illusions. Enfin, tout ça repose très souvent sur des idées complètement fausses autour des règles pour entretenir ce tabou, pour entretenir ces idées sur ce que doit être une femme. On a des pensées et des idées totalement délirantes qui ont duré très longtemps. Toutes les superstitions qui entourent les règles ont contribué, par exemple, à nourrir le tabou et à maintenir les êtres humains, quel que soit leur sexe, dans la peur à l'égard de ce phénomène. Hein. Donc, on disait, on a un catalogue qui remonte à Pline l'Ancien, mais jusque dans les années 70, dans le Haut-Poitou, on disait aux femmes de courir dans les champs sans culotte en laissant couler le sang sur la terre parce qu'on pensait que le sang menstruel pouvait tuer les limaces. Imaginez ce pouvoir. Il y avait cette idée qu'une femme qui a ses règles face à une tempête pourrait, en levant les bras face à la tempête, l'arrêter. En ces temps où nous vivons de dérèglement climatique, je me dis qu'on n'a peut-être pas tout essayé, puisque ces idées sont là. Il y a beaucoup d'idées fausses, et puis le tabou, il repose aussi sur quelque chose qui a beaucoup et longtemps emprisonné les femmes, c'est l'injonction paradoxale. Au moment où on a nos règles pour la première fois, on nous dit ça y est, tu es devenue une femme, quelle que soit la façon dont on se sent dans son corps, en termes d'abord d'orientation, ensuite de genre et enfin de maturité, parce que tout ça renvoie à des réalités qui sont très complexes à l'échelle de chaque individu. Et on dit ça évidemment comme entre guillemets une bonne nouvelle, ça y est, tu es devenue une femme. Bon, enfin, il y avait quand même jusqu'à une période récente en Europe, ça se soldait par une claque dans la figure, donc la bonne nouvelle a été quand même à moitié cool. Hein, elle avait quand même c'est assez symboliquement, c'est très fort hein, que ce soit le moment d'une violence. Alors, on a beau dire que c'était la dernière gifle que la femme recevait sans la rendre, mais on sait bien, et malheureusement les statistiques nous montrent que ça n'est pas le cas. Et puis, évidemment, accompagnant ces manifestations autour des premières règles, eh bien, il y a la honte, c'est sale, c'est impur, ça c'est transmis d'emblée et on n'en parle pas. C'est invraisemblable le nombre de personnes qui ont reçu cette injonction au moment où elles avaient leur première règle, de s'entendre dire « tu ne dois en parler à personne ». C'est un secret et c'est quelque chose sur quoi on ne nous transmet rien que du négatif et de « il ne faut pas en parler aux hommes » et c'est dégoûtant quand même avec cette dimension. Et donc être une femme, c'est être potentiellement dégoûtante et devoir se cacher de ce qui nous fait femme. C'est quand même assez fou quand on y réfléchit. Bon, l'injonction paradoxale en question, hein, il y a eu des études là-dessus qui montrent que, à part nous rendre folles et fous, ça n'a pas des effets formidables sur la santé mentale. Ça va permettre ça ne va pas non plus développer l'estime de soi, hein, sans surprise. Si on se sent potentiellement dégoûtante de manière régulière, récurrente, sans pouvoir rien faire contre ça, et qu'on s'entend dire, dès qu'on est de mauvaise humeur, dis donc, t'aurais pas tes ragnagnas,
on ne peut pas dire que ce soit la bonne nouvelle et quelque chose qui nous aide à développer tout notre potentiel, sans parler du fait que ce qu'on a là entre les jambes devient une espèce de zone interdite, quelque chose à quoi on s'interdit soi-même de penser. Et ça, c'est extrêmement grave et ça va handicaper plein de choses, et en particulier l'accès à cette sexualité solaire que raconte Amandine qui a été peu racontée jusqu'à aujourd'hui, précisément parce que c'est quelque chose qui nous enferme, c'est tabou, et dont c'est un très long chemin de s'en libérer pour accéder à la potentialité de nos désirs et nos plaisirs multiples. Oui, parce qu'on parle beaucoup de choses cachées et jusqu'à encore aujourd'hui, il y a des pratiques sexuelles dans notre sexualité, dans nos désirs qui restent interdites, ou en tout cas, on n'ose pas trop en parler. Et même sur la connaissance du corps, enfin, quand j'ai vu des stats que 80% des adolescents ne connaissaient pas l'existence du clitoris, enfin, c'est quand même assez inquiétant. Donc, pardon. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus sur la diabolisation du sang menstruel. Le fait que, bon, évidemment, il y a un interdit des relations sexuelles pendant les règles, quelque chose qui est considéré comme impossible et qui fait que, bon, donc, et c'est fréquent, hein, on va considérer que ça représente quasiment une semaine par mois pour la majeure partie des personnes qui ont la règle. Donc, c'est un peu à tout moment où on est mal à l'aise, où on est gêné, ou ceci ou cela, où on va se sentir rejeté, où on va s'interdire de désirer. Et c'est incroyable parce que le sang menstruel était considéré dans plein de traditions et l'est toujours comme un fluide magique qui entre dans la composition de beaucoup de filtres d'amour qui aujourd'hui encore, hein, on va mettre une petite goutte de sang menstruel dans un café bien serré en Sicile d'un homme qu'on aime et qu'on veut rendre amoureux pour toujours. On ne connaît la composition du sang menstruel que depuis très peu de temps. On sait depuis très peu de temps de quoi il est fait vraiment chimiquement, et en particulier qu'il contient des cellules souches. Donc, il y a beaucoup de choses autour de ça qui vont multiplier les interdits, alors que un fluide équivalent qui survient et qui résulte finalement du même processus qui est la fabrication de gamètes sexuels de reproduction, le sperme, ne fait l'objet strictement d'aucun tabou. Je veux dire, il coule à flot dans toute la pornographie. Aucun homme, à ma connaissance, n'a honte d'éjaculer. Voilà. En revanche, le nombre de... Et on peut m'objecter que, évidemment, le moment où on éjacule, c'est associé avec un plaisir. Le moment où on a du sang menstruel n'est pas associé avec un plaisir. Alors, sans doute, ça doit aider. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons des multiples fluides. Il n'y a que celui-là qui est véritablement diabolisé. Et ça, c'est intéressant de réfléchir et de se pencher dessus. Moi, j'étais très heureuse de trouver des traditions ou des cultures dans lesquelles, au contraire, on le considérait comme un fluide extrêmement précieux. Dans la tradition taoïste chinoise, par exemple, on dit qu'il pourrait donner l'éternelle jeunesse et voir l'immortalité. Pour peu qu'on s'abreuve directement à la source, bon, ce qui ouvre des perspectives finalement assez agréables. Donc, j'imagine que oui, le plaisir en tout cas peut nous donner des moments de jeunesse auxquels dont il ne faut pas se priver. Mais après, je pense aussi que ne pas désirer peut aussi être un tabou, en fait. Et que moi, j'ai rencontré des femmes, en fait, qui étaient vraiment fatiguées, en fait, de devoir aimer, faire l'amour, de devoir jouir, d'être performante, d'avoir, en plus de toutes leurs casquettes d'amis, de mère, de compagne, ensuite, voilà, être aussi une bonne amante, être performante sexuellement. Non, non, je ne suis pas fatiguée, en fait, j'ai très envie de sexe ce soir. Enfin, et du coup, dire qu'en fait, le désir est endormi, voilà, c'est pas si bien vu que ça.
c'est une case qui est pas cochée dans ta vie pleinement épanouie de femme. Une jeune fille qui serait vierge après 25 ans, elle est quand même vue d'un air très soupçonneux. Mais à l'inverse, cette jeune fille, quand elle aura 82 ans, elle sera assommée de plus désirer, quoi. Parce que ce sera plus de son âge, quoi. Et voilà, donc c'est compliqué, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se déplace. Alors qu'en fait, et moi, alors peut-être ça me fait très plaisir d'entendre ça, donc j'y crois, mais il y a vraiment quelque chose de, en fait, au plus les femmes vieillissent, au plus elles se rapprochent de leur sexualité, parce que, en tout cas, moi, je le ressens, et je le ressens enfin, aussi par rapport à ce que j'entends autour de moi, parce qu'on apprend à dire non. Enfin, moi, le mot consentement, enfin, en fait, il ne faisait juste pas partie de mon vocabulaire, il n'existait pas, en fait. Je ne savais même pas ce que c'était, en fait, le consentement quand j'avais 20 ans. Le fait d'être à l'intérieur de son corps et d'arrêter de se scruter en permanence, de se mesurer, etc. Enfin, ça, c'est des choses qui vont quand même comment dire, en fait, je trouve, en fait, et d'ailleurs, on ne dit pas assez à quel point, pour une femme, vieillir, en fait, c'est chouette, parce que ça peut aussi être un peu quelque chose d'une tendresse vis-à-vis de soi-même, en fait, qui se développe et qui fait que on tend vers une sexualité qui est peut-être plus douce aussi. Et ça, c'est assez tabou, je pense, de le dire. Ouais. Bon, moi qui suis en train d'expérimenter ça. Dis-nous tout, Elie. Je vais dire que alors, je suis très sensible à ce que tu dis et ça complète vraiment ce que j'avais en tête par rapport au fait que effectivement les règles, la période de fertilité d'une femme est associée à sa désirabilité et à sa valeur. Supposée, tout ça étant que illusion, enfin sa valeur sur voilà, je sais pas, le grand marché de la séduction contemporaine mais la valeur humaine, hein, enfin ça a été bien analysé par plusieurs chercheuses et chercheurs. Et effectivement, au moment où on arrive à la ménopause, cette valeur chute, mais considérablement dans l'œil de la société et dans l'œil des hommes et dans la parole publique. Et les femmes qui passent ce cap de la ménopause sont renvoyées avec énormément de cruauté à cette perte de valeur, avec des personnes qui ont leur âge, les hommes, qui vont continuer à eux avoir un mode de vie à l'égard du désir, qui vont pouvoir continuer à faire illusion là-dessus, même si pour eux aussi il se produit des choses. On sait hein, que grosso modo, à partir de 50 ans, un homme il bande plus aussi souvent, ni aussi dur, sa libido chute, il a un certain nombre de phénomènes hormonaux qui lui arrivent, mais il restera fertile jusqu'à la mort, même si c'est pas conseillé de trop partager ses gamètes quand on est vieux, et il va pouvoir lui continuer sur le mode d'avant. Pour les femmes, c'est plus le cas. Et ça, ce remaniement dans la question de la sexualité et dans le regard des autres, c'est quand même un moment extrêmement complexe et parfois extrêmement cruel. Et en même temps, avec quelque chose que moi j'ai complètement ressenti, à plein d'égards, la fin de mes règles a été un soulagement. C'est vrai que ça m'a amené étrangement, au moment où mon corps était moins performant et moins désirable, à développer des sensations et des désirs et une forme de tendresse et aussi des formes de relations beaucoup plus riches et beaucoup plus profondes. Et ces deux choses vont ensemble avec des effets de pic et de descente qui sont, Amandine le sait, parfois difficiles à vivre. Il faut quand même. Enfin, voilà, moi je pense qu'on est toujours dans un grand paradoxe parce qu'on ne nous fout pas la paix avec ces injonctions. Et je trouve que tu as tout à fait raison de souligner que avec la maturité en tout cas et avec le temps, on arrive à se connaître mieux et à se respecter soi-même mieux, à faire la part des choses avec ce qui nous est imposé
et ce qui vraiment nous anime et nous importe. Et ça, il faut le défendre le plus possible. C'est cet espace-là qu'il faut, que moi je m'efforce en tout cas, parce que il y a qu'à, faut qu'on, c'est bon, et que je m'efforce, comme toi, de faire grandir le plus possible. Puisqu'on en est à parler de revendications, Amandine, je sais que vous êtes souvent amenée à parler de ces sujets sur des scènes, ou en tout cas face à un public comme ce soir. En quoi est-ce que pour vous ça peut faire un peu état d'un militantisme un peu différent que celui qu'on peut adopter par des écrits? Est-ce que pour vous c'est une autre façon d'ouvrir le champ des possibles pour notre génération? Déjà, moi, en fait, j'ai commencé, enfin, quand j'ai écrit, en fait, mes premiers textes, ils n'ont pas été publiés, ils ont été dits, en fait, par moi sur scène. J'ai participé à des scènes ouvertes, en fait. Donc, j'imagine que tout le monde connaît le principe d'une scène ouverte, hein. Les scènes ouvertes, comme leur nom l'indique, n'importe qui peut monter sur scène. C'est pas du tout... c'est pas un espace de professionnels et c'est un espace où il n'y a pas de distinction entre la scène et la salle. Qui veut se lève et prend la parole. Et donc, moi, dès le début, il y a eu ce double engagement, à la fois de lire mes textes et aussi de les porter, en fait, de les incarner. Et donc, c'est pas rien, encore aujourd'hui, c'est pas rien de porter des textes sur le féminisme, la maternité, la sexualité en étant debout face aux gens, enfin voilà, le corps là bien présent. Et en même temps, c'est aussi extrêmement, enfin, quand je sens cette énergie qui circule entre le public et nous, parce que je joue aussi beaucoup avec un musicien qui s'appelle Timothée Couteau, quand je sens que cette énergie circule et que la colère, la joie, le chagrin que je porte à ce moment-là circule et voilà, et qu'il y a des yeux en face qui s'allument, c'est très puissant. Et c'est un moment aussi j'ai envie de dire, de traversée collective et de puissance qui est vraiment intense. Et ce n'est pas rien, évidemment, de dire, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de silence aussi quand même depuis tout à l'heure, hein, de ce qu'il faut faire taire. Donc, dire à voix haute et pas seulement dans l'intimité d'un livre, c'est important. Après, je me garderai bien de m'ériger en spécialiste. C'est un peu le problème quand... le problème, je ne vais pas me plaindre non plus parce que si j'étais invitée nulle part, ça ne me plairait pas non plus, mais c'est un peu le truc quand... moi, j'ai écrit La femme brouillon donc, sur le féminisme et la maternité, et donc à Manu qui parle de désir. Et si j'ai écrit ces livres, c'est parce que je me posais des questions, en fait. C'est parce que je me débattais par rapport à la maternité. Je me demandais comment faire avec le féminisme, par rapport au désir. Je réfléchissais à quel point mes désirs avaient été écoutés ou oubliés, à quel point j'avais été façonnée par les autres, à quel point je m'étais écoutée. Enfin, et moi, c'est ça, en fait, qui me donne envie d'écrire, en fait. C'est de ne pas savoir. Et c'est de me poser beaucoup de questions et d'être traversée par plein d'émotions. Si j'étais spécialiste de ces sujets, franchement, je n'écrirais pas, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être là en train de me poser des questions et du coup de renvoyer ces questions au lecteur ou à la lectrice, parce que évidemment, le jeu, je parle de moi pour parler des autres, parce que sinon, ce serait pas, ma vie à moi, elle est, oui, je peux en parler avec Élise Thiebaud parce que c'est une amie, mais si je décide un moment que ça devient de la littérature, c'est parce que je pense qu'on peut être un endroit où mes questions font écho à d'autres personnes. Et c'est vraiment ce je sais pas qui est important, et qu'ensuite chacun, chacune y réponde dans son intimité, parce que et pour moi, du coup, c'est militant, oui et non, parce que ce qui est militant, c'est de prendre la parole. Mais alors moi, je ne veux surtout pas donner des conseils sur ce que serait une sexualité libérée. Enfin, franchement, je serais ridicule. Et puis, personne n'a besoin de ça, parce que, je veux dire, une sexualité libérée, ce ne sera pas la même pour Ariane, pour Élise, pour toi, Stécie, que pour moi. Elle n'a pas un visage. Si quelqu'un est libéré en faisant le missionnaire 2 fois par mois, en fait, c'est juste génial. On va pas, on va pas repartir sur d'autres injonctions qui seraient les injonctions d'une sexualité libre, en fait.
Et on parle donc de ces limites et on en voit d'autres sur les règles, les limites financières, parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est très important et Dieu merci, on a des associations comme Règles élémentaires qui commencent à s'en saisir, mais le sujet de la précarité menstruelle, peut-être Élise, pour revenir un peu sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui, un peu l'état des choses, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous aurez des chiffres? Bon, d'abord, je voudrais dire que je partage vraiment ce que vient de dire Amandine sur la question de la revendication, du militantisme, etc. Alors bon, euh, effectivement, comme toi, Amandine, mon idée, c'est davantage de me poser des questions, de partager, de réfléchir avec d'autres, plutôt que de donner des injonctions ou de lancer des nouvelles religions sur ce que doivent être les règles. Euh, pour ce qui est de la précarité menstruelle, bah, écoutez, il y a quelque chose de très simple. Les femmes, dans leur ensemble, quand on parle de pauvreté, 80% des pauvres sont des femmes. Les écarts de revenus sont encore importants, de l'ordre de 20 à 25% en Europe même. Donc on a un différentiel économique important avec un coût qui n'est absolument pas pris en compte par la société concernant les protections périodiques, c'est-à-dire on parle de entre 5 et 10 euros, voire plus par cycle. Bon, voilà, si on fait le calcul, ça va représenter une somme relativement considérable. J'avais 5 000 euros, je crois, sur une vie. Oui, alors il y a plusieurs calculs qui prennent en compte diverses choses et tout ce qu'on sait, c'est que ce coût, il n'est pas neutre, il va pouvoir et qu'il est encore moins neutre si on s'imagine que on est déjà, bah, je sais pas, au RSA ou qu'on est étudiante ou que pire que ça, sans-abri ou détenu et que bah, quand on parle de 10-15 euros par mois sur un revenu de 350 euros, bah, ça représente quelque chose d'important. Bah, jusqu'à nouvel ordre, le papier toilette dans les espaces publics n'est pas payant. Je trouverais parfaitement normal que les protections périodiques soient rendues accessibles. Et pour une autre raison, qui est que l'invisibilité des protections périodiques dans l'espace public est démente. C'est-à-dire qu'on a des distributeurs de préservatifs absolument dans tous les lieux publics, ce qui est génial. Si on a envie d'avoir des relations sexuelles protégées en pleine rue, en pleine nuit, on peut. Mais si on a nos règles, ce qui est quand même statistiquement a pas mal de chances de se produire, et qu'on se trouve dans un café, dans un restaurant, dans une boîte de nuit, qu'on se retrouve évidemment au collège, au lycée, à l'université, dans notre entreprise, eh bien, c'est un problème. Ça ne devrait pas en être un. Ça devrait être facile d'y accéder et ça devrait être banalisé. Ça contribue à entretenir ce tabou, le fait que on doive cacher ça en permanence, que ce soit caché en permanence et que ce coût, de même que la qualité des protections périodiques, ne soit pas interrogé. Parce que précisément, on se sent mal à l'aise. Moi, quand j'ai vu que le collectif Georgette Sand ou d'autres associations revendiquaient à l'Assemblée nationale la baisse de la TVA sur les protections périodiques, je vais le dire sincèrement, j'étais moi arrivée à la ménopause et j'ai eu honte. Je me suis dit, mais je ne me suis jamais posé la question de ce coût. Enfin, je veux dire, je prétendais être voilà, une personne engagée qui réfléchit à ce genre de choses. Et ben non, j'y réfléchissais pas de la même manière que aujourd'hui c'est en train d'évoluer. Titu Lecoq a fait un excellent podcast sur la question qui s'appelle Rends l'argent, sur la question sur notre rapport à l'argent les inégalités économiques, pas seulement globales, à l'échelle individuelle, comment nous sommes incapables de parler de ce tabou-là
qui nous désavantage en permanence. Et en fait, la précarité menstruelle, ça met en jeu ces deux choses-là. Et c'est assez étonnant parce qu'en même temps, ça a été un des moyens par lesquels on a pu enfin parler des règles dans l'espace public en disant, mais attendez, là, il y a une inégalité économique. Et parler d'économie, c'était OK. Voilà. Et, et ben, je trouve que c'est intéressant. Bon. Après, ça fait l'objet derrière ça d'une récupération. C'est assez logique. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui fabriquent les protections périodiques. On ne peut pas parler de leurs coûts sans parler des bénéfices que ça représente. Le marché des protections périodiques dans le monde, c'est 30 milliards de dollars par an. 26 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB du Bahreïn. C'est beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de personnes, enfin il y a très peu de personnes, les actionnaires, c'est les 1% de la société, qui gagnent beaucoup d'argent avec ce qui est une difficulté quotidienne. Donc c'est aussi quelque chose à considérer et que je n'oublie pas dans mes calculs. Quelque chose dans ce que vous venez de dire, j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est finalement que vous-même, vous n'étiez jamais posé la question de savoir est-ce que c'est normal finalement que j'ai à payer pour quelque chose que je n'ai pas choisi. Voilà, là, je n'ai pas le choix de cacher ça et je le subis. Et ça fait un peu écho à ce que vous dites, Amandine, dans votre ouvrage à main nue. Vous explorez finalement la question de comment devenir soi-même dans une société où les discours tout faits et les modèles prêts à penser foisonnent. Donc, comment est-ce qu'on se libère de ça et à quelles injonctions, finalement, quand on est une femme, on doit répondre? Oula, ça c'est une vaste question. À quelles injonctions on doit répondre? Enfin, du coup, je fais aussi le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la maternité. Tiens, comme c'est bizarre, les femmes sont très valorisées quand elles deviennent mères et puis moins quand elles défendent leur plaisir sexuel. Je pense que ça ne fait pas du tout appel au même visage, tout simplement. Enfin, alors, qu'est-ce qu'une mère représente, on va dire, dans l'inconscient collectif? C'est quelqu'un qui est dans le soin, qui est attentive, qui est gentille, qui est bienveillante, qui est disponible. Euh, Ce en quoi, encore une fois, ça c'est un autre tabou, ce en quoi on gomme complètement la grande ambivalence qui habite une femme quand elle a un bébé, parce que finalement, euh, l'énorme chambardement émotionnel qui est provoqué par la naissance de ce bébé et aussi les injonctions très fortes qui pèsent sur les épaules des femmes pour qui la maternité doit être ce royaume enchanté, finalement, c'est très compliqué. Enfin, on passe et c'est là où c'est compliqué parce que ceci dit, il ne suffit pas de le déclarer parce que, enfin voilà, moi je le savais très bien que la maternité était pas ce royaume merveilleux qu'on voulait bien présenter avec des couleurs pastel et des bébés souriants et tout ça. Et en même temps, il y a une part de nous qui quand même continue d'y croire. Et voilà, et ça c'est compliqué parce qu'il y a vraiment des choses qui sont comme digérées et qu'on a complètement intériorisées parce que quelque part, ce serait facile de dire ah bah, voilà, le patriarcat nous enferme dans des normes, etc. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une part de nous, en fait, ça a pris racine. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Enfin, la façon dont on parle, ne serait-ce qu'à des bébés filles, aux petites filles, aux adolescentes. Enfin, je veux dire, ça finit par toute petite touche, par nous façonner, en fait. Alors qu'une femme qui défend son plaisir sexuel et donc la joie et la puissance que ça crée, je pense que ça n'a rien à voir en fait. Et puis, mais en même temps, une femme qui assume ses désirs tout court, c'est dangereux. Mais pour moi, c'est pas que du désir, c'est pas que du désir sexuel d'ailleurs. Enfin, ça peut être, enfin moi le désir, je l'entends aussi en termes de pulsion de vie et même en écriture. Je veux dire, écrire pour une femme, c'est agressif en fait, parce qu'il faut défendre son espace, son temps, il faut empêcher le monde entier de venir se mêler de ce qui est en train de se créer et qui est très fragile. Enfin, donc, enfin, il y a... Alors, je dirais pas...
Encore une fois, je ne dirais pas qu'il y a une méthode, mais en tout cas, ce qui, je pense, est qui est libérateur, c'est l'humour quand même. Hein. C'est de rire de tout ça. Hein. C'est Bedos qui disait ça, que l'humour était l'antidote à la soumission, c'est l'inverse de la soumission. Et pour moi, c'est une forme de vérité, même si l'humour arrive quand, il faut quand même avoir de l'énergie et des forces pour pouvoir rire de quelque chose. Je pense qu'il y a des choses dont, en tout cas, moi et je pense d'autres personnes ne peuvent pas rire. Mais le moment où l'éclat de rire surgit, où on arrive à rire de ce qui vient de se produire, on reprend quand même un sacré pouvoir. Et sur le fait d'en rire, ça me fait penser à un compte Instagram d'une fille qui est très très cool et qui essaye de décomplexer et de casser ce tabou des règles et qui se montrait dans des situations un peu qui n'avaient pas de sens, où elle avait une tache de sang sur son jean, etc. Et ça décomplexait carrément le sujet et j'ai trouvé ça génial, plutôt que d'avoir ce sang bleu qu'on nous montre dans les pubs ou ces paillettes sur des tampons, montrer la réalité pour une fois. Pour continuer, il y avait une chose que vous mentionnez, Amandine, pareil, dans votre ouvrage, c'est le fait que la norme, elle nous enferme, mais elle nous protège. Et j'aurais aimé que vous développiez un peu cette idée, parce que c'est peut-être pas évident dit comme ça. Alors déjà, peut-être dire que la norme, c'est vraiment quelque chose que j'explore dans tous mes textes, en fait, parce que je crois que c'est quelque chose contre lequel je continue de me battre, et en même temps, si je suis honnête, je pense écrire depuis la norme, hein, quand même, donc, et en même temps non, et en même temps oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les narratrices que je mets en scène, oui, la norme protège dans le sens où appartenir à un groupe, appartenir à une famille, appartenir à un État, appartenir à une certaine catégorie socio-professionnelle, appartenir à une religion, oui, ça protège parce que ça crée une communauté, ça crée des valeurs communes, ça crée des principes, ça crée une morale qui a déjà été pensée pour nous, donc c'est quand même pratique des fois quand les autres pensent à notre place. Il y a un côté confortable. Et ça nous met en lien aux autres et ça nous donne un statut clair. Donc, il y a quelque chose de reposant dans le fait de répondre à la norme. Et là où elle nous enferme, c'est que, et je veux pas, un groupe féministe peut aussi enfermer, hein, ce serait trop facile de croire que les féministes, elles ne sont pas porteuses aussi de normes et d'injonctions. Le groupe en lui-même et le collectif peut vraiment aussi couper des ailes. Et en fait, ce que je veux dire par nous enferme, c'est que à trop vouloir répondre à la morale du groupe, on peut en oublier ses propres aspirations et ses propres désirs. Et donc, il faut retourner à soi, défendre ses désirs pour ensuite en nourrir le groupe. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui circule en fait. Hein, c'est pas forcément une opposition. Mais c'est vraiment ce voyage entre une singularité qui est à défendre et voilà. Et oui, la norme protège. Quelqu'un qui est complètement en dehors de toute norme, il s'expose à une forme de solitude. Je pense que ça fait bien écho aussi au sentiment de beaucoup de qui se disent très fatigués de devoir lutter au quotidien. Et je me suis aperçue que parfois, moi aussi, il y avait des moments où j'acceptais, où j'agissais d'une façon qui allait dans le sens des normes. Et j'avais juste pas la force de lutter et de changer ça, alors que ça allait contre mes propres valeurs. Et je me dis que nous, tout au quotidien, on a forcément été victime de ça. Je ne sais pas si c'est être victime, mais on ne peut pas être tout le temps dans le militantisme ou dans la revendication, je suppose en tout cas. Est-ce que c'est des choses que vous avez expérimentées dans votre quotidien de femmes, de personnes engagées, de féministes? En tout cas, de croiser des femmes épuisées, ça c'est sûr, ouais. J'en ai croisé, j'en croise beaucoup, mais c'est même un truc vraiment qui me frappe, moi. Enfin, et ce qui me frappe, c'est que c'est parce qu'elles me le disent, en fait, que je vois qu'elles sont épuisées, parce que si elles ne me le disaient pas, je ne m'en serais pas rendu compte, parce qu'en fait, c'est des femmes qui continuent d'assurer
Alors du coup, moi je parle de femmes artistes que je rencontre dans des événements professionnels. Voilà, tout va bien. Elles répondent de manière intelligente, spirituelle et drôle à toutes les questions. Et en fait, on se rend compte que, elles sont extrêmement fatiguées. Alors, je parle aussi souvent de femmes qui ont des enfants, notamment, parce qu'en fait, elles portent énormément. Et pour moi, c'est aussi une des pistes par rapport au désir sexuel. En fait, à un moment, si on est complètement épuisé, le désir, il peut plus émerger. En fait, c'est plus possible. En fait, voilà, ça n'arrive plus. Pour aller dans ce sens et repartir aussi sur le sujet des règles. Pareil, sur le fait d'avoir des douleurs à la limite du supportable. Pendant longtemps, on a dit que c'était normal. Être une femme, c'est souffrir et c'est un rite de passage. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, en fait? Comment est-ce qu'on peut, même aujourd'hui, déconstruire ça? Parce qu'il y a quand même ces violences médicales, obstétricales. Je pense que vous avez toutes les deux pu voir ça dans vos études et dans votre vie de femme également. Et Élise, peut-être Ouais. Alors, il y a un lien par rapport à la question d'avant, sur la question de la norme. On ne peut pas passer à côté dans ces violences ou dans la manière dont les normes s'exercent sur nous, c'est la question de l'hétérosexualité, c'est-à-dire d'être dans une situation où on est, disons, on vit dans une société patriarcale et on couche avec les hommes qui sont le symbole qui détiennent ce pouvoir patriarcal. Voilà, pour aller vite. Évidemment que ça nous met absolument en permanence en porte-à-faux. C'est une question très complexe. L'autre question extrêmement complexe, et vous avez raison de le souligner, c'est que ce rapport étrange que nous avons au corps et aux règles, le fait qu'on ne sache pas et qu'on normalise la douleur, notamment qui est associée au cycle menstruel et aux règles, est une forme d'entraînement. Le patriarcat, il n'obtient pas la soumission joyeuse facilement. Il utilise la violence pour y parvenir. Les statistiques sont absolument claires là-dessus. Les violences systémiques commencent par faire honte, mais aussi vont faire que nous considérons comme normal de souffrir, et que d'ailleurs des études montrent que une femme qui dit qu'elle a mal est moins vite et moins fortement soulagée qu'un homme. C'est-à-dire qu'on part du principe, qu'elle ment, ce qui est quand même dingue, c'est-à-dire que la parole n'est pas entendue. On parlait tout à l'heure de disons, tu es désagréable, tu as tes règles. Ça veut dire qu'on considère par définition, par exemple, que les femmes sont otages de leurs hormones, qu'elles ne vont pas s'exprimer exprimer de la colère ou du désagrément. C'est toujours illicite ou lié à quelque chose d'autre. Et évidemment, une des conséquences de ça, ça a des conséquences sur la santé, bien entendu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. On n'a pas de moyen de comparaison. Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai souffert d'endométriose pendant 30 ans. Ça n'a été diagnostiqué quand j'avais 43 ans. J'avais mes règles depuis 30 ans. Voilà. C'est quelque chose... voilà. Et on m'a posé ce mot-là, j'avais 43 ans. Et je souffrais de manière constante. Quand j'ai eu la ménopause, ça a d'abord été... je m'en foutais des bouffées de chaleur. Je trouvais ça super drôle d'être un petit radiateur. Mais c'est parce que je n'avais plus mal. J'avais des douleurs permanentes dans le bas-ventre. Le fait de ne plus les ressentir, j'ai vraiment sauté comme un cabri. J'ai découvert que j'avais bon caractère, que voilà, plein de choses ont été rendues possibles par le fait que je ne souffrais pas en permanence. Et quand on parle de souffrir en permanence, parce que c'est pas seulement pendant les règles qu'on souffre quand on a de l'endométriose, mais c'est aussi, ça peut être en dehors des règles. Mais ça va amener plein de choses. Effectivement, on va accepter des violences gynécologiques ou obstétricales. Enfin, accepter est un grand mot. On va subir ces violences. On ne va pas être en capacité de tenir en respect
l'autorité devant nous. Et ça va aller extrêmement loin, c'est-à-dire que je pense que tous ces tabous qui entourent le corps et qui entourent les règles vont produire une incapacité à se respecter soi-même et à se faire respecter. Et à donc accepter, moi c'est une chose que j'ai expérimentée pendant extrêmement longtemps, de ne jamais, jamais mon désir n'était prioritaire. J'acceptais des choses comme supposément normales parce qu'il n'y avait rien qui m'avait dit que ça ne l'était pas et que mon corps méritait respect et satisfaction. En dehors, enfin, j'entends, euh, c'est quelque chose qui fait qu'on est en position de vulnérabilité aussi parce on subit ces violences, que ces violences elles-mêmes nous conduisent à vivre, à accepter de peur que les violences soient pires. Moi, j'ai entendu ça très souvent. Mais si je fais ça, ça va être pire. Si je demande ou si je revendique telle chose, eh ben, ça va être pire. Mais en fait, l'expérience nous montre que plus on accepte quelque chose, et pire c'est en fait. C'est exactement le contraire qui se produit. À partir du moment où on dit non, et plus on dit non tôt, enfin j'entends non, plus on pose soi-même ses règles, d'où le sens du titre de mon livre, entre autres, plus on les pose et plus on s'estime soi-même et on est attentive à ses ressentis et bienveillante à l'égard de ses propres exigences, et plus on va faire baisser le niveau global de violence qui est infligé. Sur la notion d'acceptation, il y a un parallèle également à faire avec le sujet d'Amandine, qui a été donc la maternité, et je pense aussi à l'accouchement, qui est un moment où les femmes sont particulièrement vulnérables parce que dans un moment où on a tendance à ne pas nous écouter. Je pense au point du mari, enfin, il y a un tas de choses dont peuvent être victimes les femmes. Est-ce que dans votre livre, c'est des choses que vous avez explorées, des choses qu'on peut imposer aux femmes pendant la maternité, et sur comment, en tout cas, ça questionne la place de la femme dans notre société? En fait, je pense à deux choses en t'écoutant, Élise. C'est que, moi, ce que j'aime explorer aussi dans mon travail, c'est la façon dont cette violence, elle se fait par des fois petites choses très anodines, en fait, et encore une fois, qu'on ne décèle pas, en fait. Alors, il y a effectivement, voilà, il y a la violence avec ces chiffres atroces comme on la connaît, mais il y a aussi toutes ces petites violences qu'on n'appelle pas violence, en fait. Et je pense à deux choses dont je parle dans À main nue. C'est l'examen gynécologique quand la narratrice est adolescente et que sa mère, pensant bien faire, l'emmène chez la gynéco pour se faire prescrire la pilule, et que là, plutôt que d'avoir une simple prise de sa tension artérielle, elle a un examen gynécologique. Examen qui, en fait, on le sait maintenant, enfin moi je le sais comme d'habitude 30 ans plus tard, mais qu'en fait c'est totalement inutile en fait. Mais voilà, la sexualité commence par le pouvoir médical qui s'arroge le droit de faire un examen à cette adolescente qui n'en a pas besoin. Enfin, voilà. Des fois, en fait, il y aurait vraiment un progrès à ce que la médecine ne fasse rien, en fait, n'intervienne pas. Voilà, c'est aussi ce qui se passe parfois dans ce qui est vu de manière complètement révolutionnaire dans les salles de maternité. C'est qu'en fait, pendant un moment, une fois que l'enfant est né, il ne se passe rien, personne n'intervient, personne ne vient compter, calculer. Voilà, juste, en fait, ok, tout va bien et voilà, on va juste rien faire. Et on retrouve cette narratrice, voilà, on l'a quittée à l'adolescence, on passe. Et avant, il y a une autre, ça c'est dans Un manu, une autre visite chez la gynéco après le premier enfant, où cette fois, la gynéco lui rappelle qu'en fait, bah voilà, elle a 38 ans et qu'il serait temps quand même de penser au deuxième, quoi, parce que son taux de fécondité est en train de baisser. Question, encore une fois, qu'elle n'a pas posée et qu'elle n'est pas venue, qu'elle n'est pas du tout venue chercher. Et après, ce qui se passe, et qui est vraiment un piège aussi pour les violences lors de l'accouchement, et puis même plus tard par rapport à l'éducation, c'est que en fait, on écrase les femmes, on les opprime au nom du droit de l'enfant.
Et alors ça c'est mortel en fait, parce que c'est un levier déjà très fort pour les femmes, parce qu'évidemment, si on subit tous ces examens, si on accepte tout ça, c'est effectivement parce que le pouvoir médical a une emprise sur nous depuis qu'on est enfant, c'est aussi parce qu'on a le sentiment que c'est la meilleure chose pour l'enfant à naître, en fait. Et donc, voilà, le droit de l'enfant passe avant celui de sa mère, en fait. Et c'est la même chose après plus tard quand on parle d'éducation positive, d'éducation bienveillante, etc. Alors oui, c'est pour le bien de l'enfant en fait, mais en fait ça oublie complètement les inégalités de genre face à l'éducation de l'enfant et le fait que dans la plupart des familles c'est la mère en fait, c'est la femme qui s'occupe de 80% des soins donnés à l'enfant. Mais face à cet argument massu, euh, les femmes se taisent en fait. Il y a autre chose en plus de ce que tu dis qui est très juste, c'est la pathologisation du corps des femmes. C'est-à-dire, il est jugé comme potentiellement malade, avec un énorme paradoxe, c'est que par ailleurs, sur les règles, le cycle menstruel, les hormones, la science est vraiment à la ramasse. Sur l'endométriose, c'est une maladie sur laquelle on a 5 à 7 ans d'errance médicale et on ne sait toujours pas la soigner. C'est une maladie chronique incurable. Et c'est une maladie qui touche 10 à 15% des femmes. Même chose pour le syndrome des ovaires polykystiques. Beaucoup de maladies qui ne touchent que les femmes ne sont pas correctement soignées. En revanche, la ménopause, qui n'est pas une maladie, a été pathologisée de manière avec des prescriptions automatiques pendant des années de traitement hormonal substitutif de la ménopause, où on considère qu'on est dans une carence hormonale. Enfin, je veux dire, voilà, imaginez-vous si un enfant arrivant à l'adolescence, on décide que l'enfance, c'est le vert paradis dont il ne faut jamais sortir. À partir du moment où le corps change avec la puberté, ah ben non, on va revenir à l'état antérieur, on va donner des hormones pour que... Ça a quel sens? Et personne ne fait ça pour les hommes. Hein. On leur a donné du Viagra pour... on a élaboré le Viagra pour l'abandon, mais ça, c'est pas un truc très nouveau en vrai. Donc, on est aussi... Le fait de pathologiser le corps des femmes, ça va avoir, ça rentre dans l'arsenal de la domination pour les affaiblir dans la société, hein, et faire qu'elles acceptent le sort qui est le leur et qui continue d'être au mieux, comment dire, qu'elles acceptent leur infériorité dans l'espace public, ce qui est en soi un scandale par définition. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. On passe à la seconde partie de ce webinaire qui correspond donc aux questions posées par le public. Et il y en a une qui est en lien avec ce que vous venez de dire, Élise, donc la recherche. Et après la recherche, il y a aussi l'éducation. Et une personne du public se demande si pour briser le tabou, aussi bien auprès des filles que des garçons, et on pourrait rajouter même des personnes non binaires, il faut intensifier l'éducation sexuelle intime et la connaissance du corps à l'école, ou bien plutôt dans le cercle familial. Est-ce qu'il y a un des deux milieux qui est à favoriser? Est-ce que ce sont plutôt les deux et qu'il faut les percevoir de manière complémentaire? J'ai pas de réponse là-dessus, pour dire la vérité. J'ai écrit un livre, mais je fais pas, il n'est pas programmatique sur ce qu'il faudrait faire. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que la personne qui pose cette question en pense, elle, et savoir, pour avoir une idée, parce que je connais pas très bien les programmes éducatifs, je suis pas très à l'aise avec ces questions-là. Donc, je n'ai pas de réponse personnellement à apporter. Peut-être toi davantage, Amandine, mais moi, je ne sais pas très bien s'il faut en faire des programmes éducatifs à l'école ou dans la famille, ou les deux. Est-ce que... j'ai tendance à penser qu'avant toute chose, il faudrait réfléchir davantage, parler davantage, publier davantage, s'exprimer davantage. Voilà, donc si la personne peut dire ce qu'elle en pense, je serais ravie de le savoir. Après, moi, si je peux tenter des premières pistes,
Bon, déjà, alors tenir des discours à ses enfants, enfin, c'est super important. Moi, j'ai beaucoup de valeurs qui m'ont été transmises dans ma famille. Et voilà, ça m'a fait grandir. Après, les enfants nous voient, en fait, hein. Donc, si on tient un discours féministe à nos enfants et qu'en fait, ils voient sa mère qui moufte jamais devant son père et qui est la seule à faire la cuisine et de débarrasser de la vaisselle, en fait, enfin, c'est ça, en fait, qu'il va voir. Donc, prenons soin de nous enfin, et de l'égalité déjà au sein de la petite cellule qu'est la famille. Et puis après, on pourra tenir des beaux discours. Après, moi, j'ai l'impression qu'aussi une autre piste de réponse, c'est que, alors l'école, la famille, les deux, oui, évidemment les deux, mais moi, je crois aussi beaucoup. Je pense qu'à un moment, moi, je peux parler de sexualité à mes enfants, mais je pense qu'à un moment, ça va trouver ses limites quand même, hein. Je ne pense pas que ce soit à moi de parler de sexualité avec mes enfants. À un moment, je pense que je ne serai plus la bonne personne. Et dans ces cas-là, j'espère que mes enfants auront autour d'eux des adultes qui ne sont pas leurs parents biologiques, certes, mais qui leur veulent du bien et qui seront prêts à répondre à leurs questions, à les aider à cheminer, en fait. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de souffrances qui viennent du fait qu'on est là avec nos petites familles nucléaires et nos portes fermées, et alors que nos enfants doivent circuler aussi, quoi. Je t'enverrai mes enfants, Élise. Alors déjà, la famille nucléaire, ça devrait nous... En tout cas, une chose à laquelle on avait réfléchi en préparant ce webinaire, c'est le fait que l'école abordait généralement la sexualité sous le prisme des infections sexuellement transmissibles ou bien des moyens de contraception et peut-être moins le consentement. Et ça me permet de faire le lien avec une seconde question que l'on a reçue et sur la notion donc, de non-désir sur lequel la personne aimerait rebondir. Pourquoi est-ce qu'on en vient à se forcer à faire l'amour, par exemple, pour plaire à l'autre, alors qu'au final, les deux partenaires sont perdants? On se ment à soi-même et à l'autre. La norme, l'injonction, ferait donc moins mal que de briser la confiance mutuelle. C'est bizarre, non? Peut-être, Amandine, que vous souhaitez réagir sur ça? Tout est dit. Juste pour revenir à la question d'avant, je ne sais pas si c'est à l'enseignant de porter cette question sur la sexualité, mais il y a des assos qui font des choses vraiment très intéressantes, qui ont les bons outils. Après, c'est vraiment une question d'argent et de choix politique, hein, mais des associations qui interviennent de manière intelligente et qui parlent de consentement, elles existent en fait. Après, c'est quel choix et comment ouvrir les écoles, hein. Bah oui, par rapport, je la trouve assez touchante cette question parce que, on imagine du coup deux personnes qui s'aiment, qui sont attachées l'une à l'autre et qui en fait se mentent en fait parce qu'elles ont l'impression que c'est comme ça. Elle ment à l'autre, elle se ment à elle-même et je trouve ça assez beau de voir. Voilà, c'est aussi voilà, le politique qui ne s'arrête pas à la porte de notre chambre, en fait, hein, qui va jusque sous nos couettes et qui se mêle de nos intimités. Et dans nos culottes. Ouais, dans nos culottes. Ouais. Et merci beaucoup. Et j'ai peut-être une question pour Élise. Vous mentionnez tout à l'heure que l'argument économique avait été largement entendu à l'Assemblée nationale, notamment lors des discussions sur la TVA en 2015-2016. Comment est-ce qu'on peut penser l'économie et l'écologie via le prisme des protections hygiéniques, dont certaines sont plus économiques et plus écologiques que d'autres? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces deux domaines que l'on peut croiser? Oui, effectivement, ça représente les protections périodiques, ça représente beaucoup de déchets à l'échelle d'une personne. C'est voilà, 1,1 tonne et demie à l'échelle d'une vie qui va être jetée en protection périodique jetable. Bon, alors après, il ne s'agit pas de se culpabiliser là-dessus, ça va représenter que 0,5% des déchets totaux produits par une personne. Après, il y a les process de fabrication eux-mêmes des protections périodiques qui sont discutables puisqu'ils sont maintenant ces nouveaux produits sont faits à partir de dérivés d'hydrocarbures, de plastique, etc. Et donc ça a un impact sur l'environnement qui est important. Et heureusement, il y a quand même des protections périodiques à la fois plus économiques et plus écologiques qui arrivent. Et c'est en particulier, alors il y a les cups d'une part, et encore plus confortables et efficaces, semble-t-il, ce sont les culottes menstruelles
qui sont en train d'apparaître sur le marché, qui changent tout parce que on ne les jette pas. Donc, c'est quand même déjà tout ça en moins de déchets. Le confort est assez incomparable. L'exposition à éventuellement des dérivés toxiques ou des perturbateurs endocriniens est absente. Donc, on a enfin de l'innovation dans ce domaine et la possibilité de le résoudre et de limiter l'emploi des protections périodiques jetables au moment où on peut faire autrement. C'est très pratique, notamment quand on fait du sport, quand on voyage, quand on a des règles très irrégulières, comme c'est le cas quand on est jeune. Moi, je trouve que c'est assez génial et que ça devrait se développer largement. Parce que ça résout à la fois la question économique, puisque c'est plus cher à l'achat, mais comme ça dure 4 ou 5 ans, le calcul est économiquement bon. Merci. Peut-être une dernière question pour Amandine. Vous disiez tout à l'heure le fait qu'il ne fallait pas donner de conseils, ou du moins que ce n'était pas ce que vous souhaitiez faire sur comment avoir une sexualité libérée. Et j'aimerais peut-être rebondir sur des scripts sexuels qu'on mentionne beaucoup et des habitudes qui nécessiteraient peut-être qu'on les remette en question. Donc, sans donner de conseils, comment est-ce qu'on peut penser, réfléchir et remettre en question ces scripts qu'on nous apprend avec les préliminaires, la pénétration comme fin du rapport et peut-être fin du partage, disons. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça? C'est drôle, quand je vous écoute, moi, il y a deux choses qui me viennent. Et j'en parle d'ailleurs à main nue, c'est les cercles de parole entre femmes, qui sont des espaces à la fois très simples à mettre en place et en même temps très puissants, à savoir des temps où les femmes d'ailleurs parfois se connaissent, mais des fois ne se connaissent pas. C'est pas l'amitié qui les rejoint, c'est qu'elles sont des alliées à un moment. Le fait d'être toutes des femmes, elles prennent conscience en témoignant, en osant, en faisant en sorte que le silence arrête de les bâillonner, voilà, en partageant leurs expériences, elles prennent conscience que ce qui leur arrive, en fait, c'est pas une expérience singulière, mais que, en fait, elle est partagée collectivement par énormément de femmes. Donc ça, pour moi, en tout cas, ça a vraiment participé à mon éveil politique. Et après, la deuxième réponse, elle serait plus esthétique, en fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on se tourne vers des esthétiques qui enferment pas les femmes. Enfin, je pense, par exemple, au cinéma et ce fameux male gaze, c'est-à-dire le fait que les femmes sont toujours vues avec des yeux d'hommes qui, du coup, ont tendance à les enfermer dans certaines normes. Et voir des films qui sont réalisés par des femmes, je trouve, je pense à Céline Sciamma, par exemple, se tourner vers des esthétiques différentes aussi. Et ça se joue aussi dans notre pratique à nous artistes. Combien de fois on a vu des scènes de sexe complètement qui sont pas du tout excitantes parce qu'en fait, elles sont plastiques, elles n'ont aucune saveur, elles sont téléphonées. Tournons-nous aussi vers d'autres esthétiques qui vont élargir nos horizons, quoi. Et nos imaginaires. Ouais. Merci beaucoup pour ces échanges. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir. Mais avant de se quitter, il y a une question qu'on pose constamment donc, à nos invités. On a pu la poser également à Sarah Barmack la semaine dernière. Est-ce que vous auriez des recommandations, que ce soit des films, des livres ou même des podcasts pour les personnes qui nous regardent? Ouais, moi j'ai un livre que je voudrais... Alors, est-ce que vous le voyez? Dominique Sigaud dans nos langues, que je viens de terminer. Et comme on a beaucoup parlé chez Verdier, on a beaucoup parlé de silence, de prise de parole. Dans ce texte, la narratrice se réapproprie sa langue. Elle a beaucoup été déterminée, enfermée par la langue de sa famille, de la société, de sa classe sociale. Et comment au fil de sa vie, elle retrouve sa propre langue, et notamment par l'écriture. Merci beaucoup. Élise? Je ne m'étais pas préparée, donc je vais pas...
J'ai pas d'idée. Enfin, ma dernière découverte en littérature, c'est Déborah Lévy, Le coût de la vie et ce que je ne veux pas savoir, qui a obtenu le prix Féminin étranger. féminin étranger. Ça a été une extraordinaire découverte sur le parcours d'une femme de mon âge et la manière dont elle perçoit la vie, la maternité, l'amour et la politique ensemble, et la création et l'écriture. Je trouve que c'est voilà. Donc, je vous invite à lire ça. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai lu aussi Le cœur synthétique de Chloé Delhomme, qui a eu le prix Médicis. J'ai eu un énorme plaisir à lire ce livre, donc j'ai envie de vous inviter à lire ces deux livres-là. Merci beaucoup pour ces multiples recommandations. En fait, on peut même étendre ça, pardon, il n'y en avait pas que deux. Et on va finir ce webinaire de manière un peu unique, puisque Élise Thiebaud, votre question, pardon, a obtenu une réponse. Donc, la personne du public pensait, concernant la question sur l'éducation, aux manières de briser la glace, en fait, et de briser la glace plus facilement. Donc, s'il valait mieux aller de manière directe via une discussion, par exemple, ou via les associations que vous aviez mentionnées, Amandine, ou bien de manière indirecte avec un livre, un magazine, afin que chacun et chacune puisse apprendre sur soi. Ce sera peut-être un autre webinaire, en tout cas matière à réflexion. Très intéressant. Et merci à la personne d'avoir participé jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ça clôture ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. C'était vraiment un plaisir. Et pour les personnes qui nous regardent, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur l'écoféminisme. Donc voilà, on espère que vous serez au rendez-vous à nouveau. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup.